Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. À l'instar d'une bonne proportion d'organisations internationales dans le monde, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créée par le traité de Lagos de 1975, traité substantiellement révisé en 1993 et par ailleurs modifié par une série de protocoles ou actes additionnels, entretient des relations avec des États, à commencer par les États membres eux-mêmes et avec d'autres regroupements d'États. Donnée tendant à devenir relativement banale dans les relations internationales actuelles, les relations extérieures des organisations internationales n'ont toutefois donné lieu qu'à peu d'études en Afrique en général. S'agissant plus spécifiquement de la CEDEAO, il n'existe pas, à notre connaissance et à ce jour, une seule étude consacrée à ces relations externes, alors pourtant que la communauté est dotée d'une direction des relations extérieures, insérée dans la Commission, qui est l'organe intégré de l'organisation faisant d'office de secrétariat. Cette lacune est évidemment regrettable, pour au moins une raison. En effet, la CEDEAO réalise aujourd'hui une bonne part de son objet grâce à ses relations de coopération avec d'autres organisations, qu'il s'agisse d'un domaine aussi central que le maintien de la paix et de la sécurité sous-régionale, on pense aux relations avec l'Union africaine ou l'ONU, ou sur des questions plus liées à ses vocations originelles qui sont l'intégration et le développement économique. On peut citer à cet égard ses rapports avec l'UMOA ou l'Union européenne. Mais même avec des États, la CEDEAO a tissé un réseau de relations assez dense, dont témoigne l'octroi du statut d'observateur à des États non membres, qu'ils soient africains, européens ou américains. À cet égard, tout se passe comme si l'entretien des relations diplomatiques avec le Nigeria, première économie du continent africain et qui abrite le siège de la communauté, constituait une opportunité, voire une quasi-obligation pour ces États non membres, de nouer des rapports avec la CEDEAO. L'importance économique et stratégique du Nigeria a pu alors exercer un effet d'entraînement sur les relations extérieures de la communauté, les États concernés faisant ainsi d'une pierre deux coups et réalisant une sorte d'économie d'échelle, par le biais de ce qui se traduit alors, sur le plan technique, par l'institution de représentations diplomatiques simultanées, ou d'accréditations multiples. Une seule mission diplomatique assure concomitamment leur représentation auprès de l'État du Nigeria et auprès de la CEDEAO. De telles données justifient au moins un intérêt pour la question des relations extérieures de la CEDEAO. On doit ajouter que les évolutions institutionnelles de cette organisation, observées depuis les années 1990, et scandées par les révisions du traité institutif en 1993 et 2006, ainsi que l'adoption de protocoles comme celui de Lomé en 1999, ou en 2001 sur la bonne gouvernance, ont également affecté la problématique des relations externes de la communauté, ne serait-ce que parce qu'elles ont opéré un réaménagement du pouvoir de représentation de divers organes de l'organisation, petite révolution passée inaperçue et qui pose en termes certainement nouveaux la question qui nous occupe. Le problème posé est alors celui de l'équilibre institutionnel général de la CEDEAO, dans le champ de ses relations externes. Avant de se pencher sur la palette de ses relations extérieures, sur les différentes facettes de celles-ci, il est intéressant d'appréhender le cadre normatif général des affaires externes. La conduite de la politique extérieure de la CEDEAO est en effet gouvernée par des règles et des principes, ainsi qu'une distribution interne du pouvoir dont l'appréhension préalable est indispensable. L'encadrement théorique des relations extérieures de l'organisation internationale doit donc être étudié dans un premier temps, chapitre introductif. Après quoi seulement, le panorama de ces relations de coopération pourra être esquissé. Relations avec les États en général, première partie, et relations avec les organisations homologues, seconde partie. Chapitre préliminaire, l'encadrement théorique des relations extérieures de la CEDEAO. Dans une organisation internationale, définie comme un regroupement d'États souverains ne se dépossédant de leurs pouvoirs et compétences que de façon exceptionnelle ou conditionnelle, la question qui surgit immédiatement est bien entendu de savoir qui, à l'intérieur de cette personne morale autonome, a le pouvoir quelque peu inédit d'engager des sujets souverains. Le point est important pour toute organisation internationale en général,
car celles-ci sont presque toutes justiciables de la définition précédente. Il l'est encore davantage pour des organisations africaines dont la faiblesse institutionnelle a toujours été présentée comme un trait signalétique majeur et dans lesquelles donc, l'exercice de compétences internationales peut se présenter comme une gageure au sens premier et propre du terme. L'identification des instances de représentation internationale de la CEDEAO doit être entreprise dans un premier temps, section 1. Mais à vrai dire, ce travail de repérage des organes habilités n'épuise pas notre préoccupation. Au-delà des titulaires du pouvoir de représentation internationale et de l'étude de leurs compétences précises, se posent d'autres questions, qui, pour être à l'arrière-plan de notre problématique, n'en restent pas moins des composantes de celle-ci. De même, en effet, qu'un service après-vente se préoccupe du bon usage d'un bien, le dispositif juridique qui encadre les relations extérieures, qu'il s'agisse d'un État ou d'une organisation internationale, doit intégrer des préoccupations adventices. Au nombre de celles-ci, on pourrait citer le principe de concertation ou de coopération entre les différents organes de l'institution, gage de l'expression d'une volonté mieux partagée autant que d'une garantie du respect de l'accord conclu. De même, est-il souhaitable de se soucier de la gestion des effets de tout engagement conclu dans l'ordre international. L'effet perturbateur immanquablement généré par l'activité diplomatique des organes habilités, ne serait-ce, répétons-le, que parce que cette activité enrichit la multitude de normes auxquelles l'institution est assujettie, doit être contrôlée au mieux, à travers notamment des mécanismes de prévention ou d'anticipation de conflits des normes successives souscrites par l'institution. Il s'agit là d'une question importante dans l'ordre des relations internationales, au sein duquel il importe aux acteurs de veiller à ne pas se retrouver dans la nasse des engagements parallèles et contradictoires. Il s'agira de voir, s'agissant de la CEDEAO, si ces impératifs sont respectés. Section 2. Section 1. Les instances de représentation internationale de la communauté. La CEDEAO semble relativement épargnée du syndrome du numéro de téléphone inconnu, en égard de ce qui a pu être reproché à une organisation internationale comme l'Union européenne, dont la prolifération des organes de représentation extérieure a ainsi été critiquée. Ici, deux organes se détachent très nettement des autres, s'agissant de l'exercice de compétences dans le champ diplomatique et international. Le président de la Commission d'une part, 1, et le président en exercice de la communauté d'autre part, 2. 1. Le président de la Commission. Le pouvoir de représentation internationale du président de la Commission ne constitue pas, à vrai dire, une originalité. Dans nombre d'organisations internationales, il revient en effet au chef de l'organe intégré, qui est aussi un organe exécutif et bureaucratique, d'assurer la présence de l'institution sur la scène internationale. Quelle que soit sa dénomination, secrétaire exécutif, secrétaire général, directeur général, etc. C'est cet organe qui incarne au sens propre du terme, c'est-à-dire qui donne chair à l'organisation, en constitue la figure sur la scène des relations internationales. L'exercice de fonctions externes à l'institution constitue même une dimension majeure de la mission du chef du secrétariat de celle-ci, au point que l'on admet qu'une telle compétence va de soi et devrait se traduire concrètement par la dispense de la formalité usuelle de production des lettres de plein pouvoir, au moment de la conclusion d'accords auxquels l'organisation est partie. Il y a en effet fort à parier qu'il ressort presque toujours des circonstances qu'il était de l'intention des États et des organisations internationales concernées de considérer cette personne comme représentant l'organisation. Pour reprendre les termes de l'article 7, paragraphe 3 de la Convention de Vienne de 1986 sur les traités conclus par les organisations internationales, entre elles ou avec des États. De fait, il revient au chef administratif de négocier et signer les traités de l'organisation internationale, au premier rang desquels figurent les accords de siège, les accords de coopération entre organisations, ou encore les accords avec les États concernant certaines activités matérielles de l'organisation menées sur leur territoire. Aussi bien, les actes institutifs des organisations internationales mentionnent-ils souvent la qualité d'agent international du chef de l'organe intégré, de représentant légal de l'organisation dans son ensemble. Il s'ensuit que l'omission de la mention de cette qualité par la Convention de Vienne de 1986 ne tire pas vraiment à conséquence,
la compétence du chef du secrétariat étant susceptible de se déduire aussi bien de la théorie des pouvoirs implicites que du contexte circonstanciel général évoqué par l'article 7, paragraphe 3 de la Convention. S'agissant de la CEDEAO, c'est le secrétariat exécutif, devenu commission depuis la réforme de 2006, qui a assuré les fonctions d'organe administratif et de secrétariat. C'est du reste cette réforme qui opère une petite révolution dans la détermination de la compétence internationale de cet organe, et plus précisément de son chef. C'est pourquoi il est logique d'étudier la situation avant A, et après B, cette date. A. Avant la réforme de 2006. Sous l'empire du traité de 1975, la révision de 1993 n'ayant pas vraiment touché la question de la compétence internationale du secrétaire exécutif, le chef de l'organe intégré était bien doté d'un pouvoir de représentation de la communauté puisqu'au terme de l'article 88, dans l'exercice de sa personnalité juridique définie dans le présent article, la communauté est représentée par le secrétaire exécutif. À ce pouvoir général de représentation, s'ajoutaient d'autres dispositions qui se référaient plus spécifiquement à la compétence du secrétaire exécutif, en matière internationale ou diplomatique. D'une part, l'article 79 relatif au rapport entre la communauté et les autres communautés économiques régionales prévoyait que les accords de coopération conclus dans ce cadre étaient préalablement soumis à l'approbation du Conseil, organe intergouvernemental regroupant les ministres, sur proposition du secrétaire exécutif. Le même dispositif était prévu pour les accords, qualifiés d'accords de coopération conclus par la CEDEAO avec les États tiers et avec d'autres organisations, comme l'OIA et la Famille des Nations Unies notamment, article 83. D'autre part, il revenait au même secrétaire exécutif d'harmoniser et de coordonner les programmes et activités de la communauté qui s'inscrivaient dans le cadre de l'intégration régionale, article 80. Deux constats peuvent être faits à la lecture de ce dispositif. Le premier est que tout donne l'impression que le champ d'intervention du secrétaire exécutif est circonscrit à un domaine précis, qui est celui des programmes et activités, dans le cadre de l'intégration, article 80, alinéa 2. C'est pour cette matière seulement que le chef de l'exécutif de la communauté intervient vraiment. Il faut ajouter que ce champ d'intervention présente une nature éminemment interne, puisqu'il s'agit de questions relatives à l'intégration même de la communauté, et qu'est bien en cause l'activité des institutions de la communauté. Nul rayonnement extérieur donc du secrétaire exécutif, c'est bien à l'intérieur de l'organisation internationale que semble se déployer l'activité de cet organe intégré. Au surplus, la marge de manœuvre même du secrétaire exécutif est définie par le traité puisqu'il est expressément question d'harmonisation et de coordination, seulement, pas de fonction d'impulsion ni aucun pouvoir d'initiative proprement dit. Nous sommes bien, il faut s'en souvenir, à cette ère du secrétaire, flanqué de l'épithète exécutif, en présence d'un organe plutôt limité, régulateur neutre d'une mécanique sur laquelle les États membres gardent la haute main, à travers le pouvoir décisionnel reconnu aux organes intergouvernementaux. Si l'on devait encore se faire des illusions sur la réalité de la compétence internationale du secrétaire exécutif de la CEDEAO, il suffirait de relire les articles 79 et 83 pour être définitivement édifié. Il en ressort en effet que celui-ci n'a qu'un pouvoir de proposition, pour approbation des accords de coopération conclus avec d'autres communautés régionales, au terme de l'article 79, et une simple fonction de transmission des autres accords, ceux conclus avec l'OIA et la Famille des Nations Unies notamment, dont l'approbation revient au Conseil, article 83. Le secrétaire exécutif de la CEDEAO reste donc un représentant légal au pouvoir bridé. Non seulement son domaine de compétence semble circonscrit, mais toutes les fois que les textes évoquent ou qualifient son pouvoir réel, il apparaît que celui-ci reste confiné à des tâches administratives comme la coordination, l'harmonisation, voire la simple transmission quand il s'agit de conclure des engagements internationaux. Des conditions, il est à peine exagéré de conclure à l'absence d'un véritable pouvoir de représentation internationale de la CEDEAO. Le vrai pouvoir du secrétaire exécutif semble s'exercer en vase clos, relevant tout au plus d'une fonction d'animation interne. Le ministère des Relations extérieures de la communauté lui échappe,
tout au moins si l'on se fie à l'exégèse des textes. Une parenthèse explicative s'impose ici. Dans des organisations internationales, organisations africaines, dont on a longtemps critiqué l'interétatisme outrancier et la rareté corrélative des sacrifices de souveraineté des membres, la reconnaissance du pouvoir d'engager internationalement l'institution ne pouvait être que timorée, et son exercice encadré de sévères limites. Il convient de se souvenir que dans une organisation comme l'OIA, les déboires subis par le chef du secrétariat, le secrétaire général de l'époque, ont en effet souvent tenu à des mésintelligences entre les États membres et lui-même quant à l'exercice et donc aux limites du pouvoir de représentation internationale. C'est au sujet des actes accomplis par le secrétaire général, et engageant internationalement les États membres, que ces derniers ont exprimé avec le plus de véhémence leur opposition à toute conception extensive de la fonction de celui-ci. Deux cas peuvent être évoqués qui concernent tous l'ancienne OIA. Le premier est celui du premier secrétaire général, Diallo Telli. Ce dernier a eu à conclure, au nom de l'Organisation de l'Unité africaine, des accords de coopération avec la Commission économique pour l'Afrique et avec l'Organisation internationale du travail. Le secrétaire général s'est essentiellement fondé pour cela, sur le paragraphe 4 de la résolution adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, à sa seconde session ordinaire tenue en octobre 1965. Au terme de cette résolution, le secrétaire général était invité à tout entreprendre pour que cette coopération, entre l'ONU et l'OIA, soit la plus étroite et couvre tous les domaines intéressant les deux organisations. On sait cependant à quel point certains États membres se sont émus de l'interprétation qui en avait été faite par le secrétaire général, et combien cet épisode a pesé dans la cessation des fonctions de celui-ci. Le second cas dans lequel l'exercice de la compétence diplomatique du secrétaire général a posé problème est celui de M. Enzo Ekangaki. En signant proprio motu, une convention avec la London Rhodesian Mining Land Company, LONRHO, au terme de laquelle celle-ci devenait consultante auprès de l'OIA, M. Ekangaki a créé les conditions de son limogeage par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. Cet accord avait été signé le 9 janvier 1974. La société londonienne devait, au terme du contrat conclu, établir des contacts directs avec les États membres touchés par l'embargo sur le pétrole, de conseiller, d'assister et d'entreprendre pour ses membres au nom du secrétariat général de l'OIA, toute tâche jugée nécessaire par LONRHO et le gouvernement de l'État membre intéressé. L'accord faisait suite aux sanctions prises contre le régime de l'apartheid installé en Afrique du Sud, et entendait plus précisément en juguler les effets négatifs pour les États africains importateurs de pétrole. Aux manquements procéduraux, liés à l'initiative du secrétaire général, s'ajoutera bientôt un malaise provoqué par la révélation de relations officieuses entre la société londonienne et les autorités d'une Afrique du Sud pratiquant la politique de ségrégation raciale. La situation du secrétaire général n'en sera qu'aggravée. De fait, il est démis de ses fonctions à la suite de ces événements. La condition internationale du secrétaire exécutif de la CEDEAO s'inscrit dans un contexte aussi adverse. Sans avoir donné lieu à des péripéties aussi spectaculaires et tendues dans les tiraillements de pouvoir au sein de l'institution, elle témoigne de la capitis diminutio qui est l'ordinaire du chef du secrétariat dans les organisations africaines en général. Il est normal dans ces conditions que les mutations de ces organisations autour des années 1990 aient rejailli sur la compétence internationale du chef de l'exécutif. C'est la mesure de ces changements qu'il importe de prendre à présent. B. Depuis la réforme de 2006. Le protocole additionnel ASP1, 606 portant amendement du traité révisé de la CEDEAO, a été adopté le 14 juin 2006. Entre autres, il crée un nouvel organe, la Commission, qui se substitue au secrétariat exécutif. L'organe intégré de la CEDEAO devient alors un collège, ayant à sa tête un président dont les attributions ont été renforcées, à l'image de l'organisation internationale elle-même, laquelle, à la faveur des révisions de 1993 et à présent de 2006, s'est également enrichie de capacités nouvelles. À l'évidence, la capacité internationale du président de la Commission est sans commune mesure avec celle du secrétaire exécutif.
La première révolution se trouve dans l'affirmation plus ferme d'un pouvoir hiérarchique, à l'intérieur de la Commission. L'ancien texte ne faisait qu'une elliptique référence à son pouvoir de direction des choses plutôt que celle des hommes au demeurant, le texte se contentant d'énoncer qu'il dirige les activités du secrétariat exécutif. L'article 19 nouveau précise non seulement qu'il est le fonctionnaire principal et le responsable en chef de la Commission, mais qu'il demeure le représentant légal de l'ensemble des institutions de la communauté. La deuxième nouveauté se rapporte plus directement à notre sujet, car elle consiste en la spécification d'un pouvoir de représentation internationale, précision qui, en tant que telle, n'existait pas sous l'empire du traité, même dans sa version révisée de 1993. Il est en effet désormais acquis que, sans préjudice de l'étendue générale de ses responsabilités telles que prévues à l'article 19 du traité révisé, le président de la Commission est chargé des relations extérieures, de la coopération internationale, de la planification stratégique et de l'analyse des politiques, ainsi que des activités d'intégration régionale dans la sous-région. De façon désormais claire, il est établi que le ministère des Affaires extérieures relève du président de la Commission. Mais à l'intérieur même de ce pouvoir de représentation internationale, le protocole du 14 juin 2006 confère au nouveau chef du secrétariat le Treaty Making Power, c'est-à-dire le pouvoir d'engager internationalement la CEDEAO. Les termes utilisés doivent être rappelés intégralement, en vue de la réalisation des objectifs d'intégration régionale. Le président de la Commission peut conclure des accords de coopération avec d'autres communautés économiques régionales, article 79 nouveau. Et comme pour marquer l'importance de cette nouvelle prérogative, une disposition suivante renchérit que les accords de coopération, à conclure conformément aux dispositions de l'article 83, paragraphes 1 et 2 du traité, sont conclus par le président de la Commission qui se conformera aux conditions spécifiées au paragraphe 2 de l'article 79. Article 83, paragraphe 3 nouveau. Conclure signifie bien exprimer la volonté de l'organisation internationale, son consentement à être lié. Le pas est donc bien franchi. Le pouvoir d'engager la CEDEAO est reconnu au président de la Commission, et s'il est question qu'un organe intergouvernemental comme le Conseil des ministres soit encore présent dans ce processus conventionnel, ce n'est pas tant comme naguère parce qu'il doit approuver, mais seulement parce qu'il doit être informé, parce que les accords conclus doivent être portés à son attention. Article 79, paragraphe 2, L'. Intervention du Conseil ayant lieu après, et non avant ni pendant cette conclusion. Le président de la Commission s'émancipe ainsi de l'autorisation des organes intergouvernementaux, du moins si l'on s'en tient au texte à la lettre. Une question ne manque pourtant pas de surgir, qui tendrait à atténuer le tableau quelque peu idyllique d'une reconnaissance inconditionnée d'une capacité internationale élargie au nouveau chef de l'exécutif de la CEDEAO. Se pose en effet la question du domaine matériel de ce Treaty Making Power. En d'autres termes, cette compétence nouvelle est-elle générale ou spéciale? S'applique-t-elle à toutes sortes d'accords? Ou reste-t-elle circonscrite aux seuls accords de coopération conclus entre la CEDEAO et d'autres organisations internationales en général, et les communautés économiques régionales en particulier? En effet, les dispositions concernées renvoient tantôt aux accords de coopération avec d'autres communautés régionales, article 79, paragraphe 1, tantôt aux accords avec des pays tiers, article 83, paragraphe 1, ou avec l'OIA, les Nations Unies et toute autre organisation internationale, article 83, paragraphe 2. Une interprétation raisonnable, conforme au principe du droit international selon lequel les sacrifices de souveraineté de la part des États ne se présument pas, conduit évidemment à conclure qu'effectivement, le pouvoir de représentation internationale du président de la Commission de la CEDEAO se limite aux accords. Un autre principe conforte cette perspective, celui suivant lequel les organisations internationales n'ont de compétence que d'attribution, et qu'il convient dès lors de ne pas aller au-delà de ce que les États leur ont expressément consenti. Ces approches tendraient donc à cantonner le pouvoir diplomatique nouveau du président de la Commission aux seules occurrences visées. Le problème est que si l'on dépasse ce point de vue général, adossé au principe, pour examiner l'étendue réelle et concrète des matières ainsi visées,
les articles 79 et 83 épuisent la quasi-totalité des accords susceptibles d'être conclus par la CEDEAO. Repassons en revue la litanie des dits engagements pour nous rendre compte de leur importance quantitative. Accords avec des États tiers, avec d'autres communautés économiques sous-régionales, avec l'Organisation panafricaine, Union africaine, avec l'ONU et les organisations qui en relèvent, et toute autre organisation internationale. À la fin de l'énumération, on se demande si la liste n'est pas exhaustive, s'il subsiste encore une catégorie d'engagement international non envisagée par les textes. Quoi qu'il en soit, ces derniers visent large et au bout du compte, il est permis de se demander si le débat sur le cantonnement du champ matériel de compétence du président de la Commission a encore quelque sens. On peut le dire autrement, l'énumération à laquelle procèdent les textes est si compréhensive qu'elle tend à équivaloir à une compétence de principe ou à une compétence générale. La révolution a donc bien eu lieu, tant à travers l'affirmation d'une compétence internationale de principe, que dans la délimitation d'un vaste champ d'application de cette compétence. On ajoutera qu'un accord entre organisations internationales, dit de coopération, n'induit pas en soi qu'il porte systématiquement sur des matières ou des intérêts secondaires. La tentation pourrait en effet surgir de considérer qu'un tel accord devrait porter sur des aspects purement administratifs ou exécutifs, à l'exclusion de toute considération politique. Contre une telle tentation, deux arguments pourraient être brandis. Le fait que la notion d'accord de coopération n'étant définie nulle part dans le droit de l'organisation, son caractère négligeable ou secondaire ne va pas de soi et d'autre part, le fait que les parties à un accord ont la liberté de dénommer celui-ci comme ils l'entendent, l'appellation formelle d'un acte ne préjugeant nullement de l'importance de son contenu, un accord de coopération pouvant dès lors revêtir une importance de premier ordre. En définitive, le treaty making power du président de la Commission ne serait expressément restreint qu'à l'égard des États membres de la CEDEAO eux-mêmes, seule hypothèse pour laquelle les textes sont mutiques. Et encore, il suffit pour balayer cette réserve, de rappeler que non seulement l'article 19 nouveau lui conserve l'ancienne qualité de représentant légal de l'ensemble de la communauté, et que le règlement intérieur de la Commission lui confie précisément la charge des relations avec les autorités politiques des États membres de la communauté, article 10, mais qu'en vertu de la théorie des compétences implicites, le président de la Commission pourrait bien souscrire de tels engagements. Ces considérations relativistes s'imposent également à la lecture du règlement intérieur de la Commission. Ce document, qui régit l'organisation et le fonctionnement de cet organe, ne s'épanche pas outre mesure sur la nouvelle compétence internationale du chef de l'exécutif communautaire. Au titre des attributions de celui-ci, l'article 10 indique qu'il est chargé des relations de politique générale avec les partenaires extérieurs, notamment l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, les institutions financières internationales et les puissances amies. Il collabore avec la Commission de l'Union africaine et les autres communautés économiques régionales dans la mise en œuvre des programmes d'intégration régionale. Ce texte, qui est la seule disposition du règlement intérieur évoquant la capacité internationale du président de la Commission, reste teinté de minimalisme d'un double point de vue. D'une part, au sujet des relations extérieures de la CEDEAO, il ne fait allusion qu'aux organisations internationales, en dehors d'une furtive référence aux puissances amies, notion certainement plus restreinte que celle de pays tiers qui se trouve à l'article 83, paragraphe 1 du traité. D'autre part, le règlement intérieur élude le treaty making power, alors que celui-ci est pourtant le cœur de la mutation opérée par l'acte additionnel du 14 juin 2006. Ce silence du règlement intérieur ne laisse d'étonner dans la mesure où non seulement il aurait dû être plus circonstancié que le traité constitutif, mais qu'il a été adopté bien après l'acte additionnel de 2006, soit en 2010, il aurait donc dû refléter les évolutions codifiées par celui-ci. Cela étant, il faut pour finir insister sur le monocéphalisme de la représentation internationale de la CEDEAO, tout au moins si l'on envisage cette représentation du point de vue de la seule Commission, et au regard au seul treaty making power. C'est bien le président de la Commission qui détient le monopole en la matière. Quelques commissaires, sans doute en raison d'une certaine spécificité de leur domaine de compétence,
se voit conférer un certain pouvoir sur le plan international à travers la clause de style suivante, contenue dans le règlement intérieur. Collaborer avec d'autres organisations régionales et internationales ainsi qu'avec des institutions spécialisées, en vue de faciliter la mise en œuvre des politiques et programmes régionaux dans les domaines énumérés au paragraphe du présent article. Sont concernés par cette disposition les titulaires des portefeuilles suivants. Agriculture, environnement et ressources en eau. Développement humain et genre. Infrastructure. Politique macroéconomique. Affaires politiques, paix et sécurité. Commerce, douane, industrie, mines, libre circulation des personnes et tourisme. La capacité internationale est un peu plus appuyée chez deux commissaires, le chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, et le chargé du commerce, des douanes, de l'industrie, des mines, de la libre circulation des personnes et du tourisme. Pour le premier, l'article 13, paragraphe 6, alinéa B, dispose qu'il peut élaborer pour adoption des instances de décision des politiques communautaires en matière de prévention des conflits, de l'alerte précoce, des opérations de maintien de la paix, de la lutte contre la criminalité transfrontalière, du terrorisme international, de la prolifération des armes légères et des mines antipersonnelles et suivre leur mise en œuvre. Pour le second, c'est l'article 13, paragraphe 7, alinéa E, qui énonce son pouvoir de suivre les négociations, l'élaboration et la conclusion des accords commerciaux entre la CEDEAO et tout État tiers ou organisation internationale. On aura toutefois constaté que la tonalité internationale attachée à ces diverses fonctions n'induit nullement un quelconque treaty-making power, loin de là. Il est juste question de prendre acte du fait que certains portefeuilles sont, en raison de leur nature même, tournés vers l'international. Non seulement les commissaires restent en principe soumis à l'autorité hiérarchique du président de la Commission en vertu des articles 10, paragraphes 2 et 12, paragraphe 3 du règlement intérieur, mais ils ne peuvent jamais, à proprement parler, engager proprio motu la CEDEAO, en signant par exemple des accords avec d'autres États ou organisations internationales. En vérité, le seul organe susceptible de concurrencer le président de la Commission dans le champ de la représentation extérieure de la CEDEAO reste la conférence des chefs d'État et de gouvernement par l'entremise de son président en exercice. C'est donc un peu trop vite qu'on a pu parler de monopole en la matière. Il est plutôt question de duopole, de tandem ou de duo. C'est sur l'autre élément de ce couple qu'il faut à présent se pencher. 2. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Très présent sur la scène internationale, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement se trouve dans une situation apparemment paradoxale. Il est en effet difficile de trouver des bases légales spécifiques et précises à son activisme diplomatique, et il est indéniable, d'un autre côté, qu'il est l'organe le plus réactif de la CEDEAO sur la scène politique internationale. Il s'agit de s'appesantir sur ces deux points respectifs. A. Les bases juridiques de l'activité internationale du président de la conférence. Il est à vrai dire difficile, on l'a vu, de tirer des textes des indications précises et circonstanciées sur le pouvoir de représentation internationale du président en exercice de l'instance qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est en vain que l'on cherchera, aussi bien dans le traité que dans d'autres actes, notamment le règlement intérieur de la conférence, une dévolution claire d'attributions relatives aux relations extérieures de la communauté. En vérité, le pouvoir de représentation internationale du président en exercice de la CEDEAO dérive des compétences générales de l'organe dont il émane, qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Or, entre deux sessions, le président de la conférence exerce les attributions de celle-ci, et agit au nom de celle-ci, article 13 du règlement intérieur de la conférence relatif aux attributions du président de la conférence. Il faut donc se tourner du côté des prérogatives de la conférence pour trouver les bases légales de l'interventionnisme diplomatique du président en exercice. On ne peut alors qu'avoir l'embarras du choix, tant les compétences de cet organe, au demeurant qualifiées des institutions suprêmes de la communauté, article 7, paragraphe 1 du traité, sont larges. Il existe d'abord, dans l'acte constitutif de la CEDEAO,
Au moins 2 dispositions qui fondent l'aptitude de l'organe à intervenir dans les relations externes de la communauté. Au terme de l'article 7, paragraphe 2, la conférence est chargée d'assurer la direction et le contrôle général de la communauté et de prendre toutes mesures nécessaires en vue du développement progressif de celle-ci et de la réalisation de ses objectifs. Le paragraphe suivant du texte énonce que la conférence est chargée de déterminer la politique générale et les principales orientations de la communauté, alinéa A, ou encore des apostrophes. Assurer le contrôle du fonctionnement des institutions de la communauté, ainsi que le suivi de la réalisation des objectifs de celle-ci, alinéa B. Le règlement intérieur reprend les mêmes notions de direction et contrôle général de la communauté, de politique générale, et de principales orientations de la communauté, article 5, alinéa A et C, mais il ajoute une autre compétence qui se rapporte directement aux relations internationales en précisant que la conférence prend toute décision dans le cadre des questions se rapportant à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, au maintien de la paix et de la sécurité, à l'assistance humanitaire, à la consolidation de la paix, à la lutte contre la criminalité transfrontalière et à la prolifération des armes légères, ainsi que toute autre question couverte par les dispositions du protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Article 5, alinéa D. En vérité, c'est cet instrument de la CEDEAO, adopté en décembre 1999 à Lomé, et plus généralement la matière du traitement des crises politiques, qui constitue le domaine de prédilection de l'interventionnisme du président en exercice. Les dispositions mêmes de ce protocole, véritable œuvre de la codification de la doctrine sécuritaire de la CEDEAO, en attestent d'abord. C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui pilote le mécanisme de gestion des crises qui a été mise en place. Elle est la plus haute instance de décision du mécanisme, au terme de l'article 6, paragraphe 1er. Son pouvoir est très large, puisqu'elle est habilitée à prendre toute décision dans le cadre des questions se rapportant à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, au maintien de la paix et de la sécurité, à l'assistance humanitaire, à la consolidation de la paix, à la lutte contre la criminalité transfrontalière et la prolifération des armes légères, ainsi que toutes les autres questions couvertes par les dispositions du mécanisme. Article 6, paragraphe 2. Et si le Conseil de médiation et de sécurité est bien l'organe opérationnel du mécanisme, il convient de garder à l'esprit qu'il n'agit que sur habilitation ou délégation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il faut donc saisir la dimension éminemment politique du mécanisme mis en place. Conçu au lendemain d'une série d'interventions politico-militaires de la CEDEAO, guerre du Libéria et de la Sierra Leone, crise de Guinée-Bissau et bientôt de la Côte d'Ivoire, sans compter diverses tentatives de renversement de gouvernement, le protocole de Lomé reste un instrument taillé à la mesure d'un organe politique, comme l'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et de fait, l'activisme diplomatique du président en exercice de celle-ci est une donnée que l'on prend vite en compte, puisqu'en 2006 puis en 2007, des mesures sont prises pour affecter à la présidence en exercice de la CEDEAO des ressources budgétaires pour faire face à ces nombreuses activités qui entraînent d'importantes charges. Acte additionnel ASA 1607 portant amendement de la décision ADEC 28.106 sur la détermination des montants à consacrer au soutien des activités de la présidence en exercice de la CEDEAO. Le président en exercice de la conférence est, à plusieurs reprises, expressément visé par le protocole de Lomé. Ainsi, il est non seulement membre d'office du Conseil de médiation et de sécurité, organe de gestion des situations d'urgence, article 8, mais il préside également celui-ci, article 11. Il lui appartient donc de convoquer ce Conseil en session extraordinaire. On verra plus loin quelle forme les actions du président en exercice ont pu prendre dans diverses situations de crise dans l'espace ouest africain en particulier, mais il faut déduire de ce qui précède le fait que le duopole président de la conférence président de la commission fonctionne selon la règle, non écrite, mais aisément perceptible à l'issue d'un passage en revue des textes pertinents, de la bipartition des tâches. Au premier le traitement des poussées de fièvre et des crises brusques et aiguës, au second le déploiement de L'. Activité juridique normale,
dont l'essentiel reste la souscription à des engagements formels et la conclusion d'accords. Au premier, la haute politique et la gestion de la dimension conjoncturelle, la plus scabreuse, de la paix et de la sécurité. Au second, le ministère du commerce juridique et la charge de la dimension structurelle de la paix, celle qui se décline en coopération durable et étalée. Le tandem ainsi formé s'incarne dans la cérémonie prévue à l'article 18 du règlement intérieur de la conférence. À la clôture des sessions de celle-ci, une conférence de presse est systématiquement organisée et animée par le président en exercice entrant, le président sortant et le président de la commission. Le schéma de répartition. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.